ce plateau. Africa USC International Film Festival Best Actor. Voilà, donc j'ai le meilleur trophée. Hein. C'est le trophée du meilleur acteur et ça vient tout droit des États-Unis. Mais bien avant, présente-nous le film Safari à Conakry. Alors, il y a quelque temps, j'étais là justement sur l'émission Zénith. Je pense que c'était à un moment l'année dernière, en 2025. J'étais passé justement pour présenter le film Safari à Conakry, qui était déjà sorti. Mais c'était pour parler du film qui allait commencer sa tournée internationale à travers les festivals et tout ça. Et comme elle l'a dit au début, c'était un film réalisé par Dominique Philippe, qui est français, mais à part lui, le film, il est 100% guinéen. Des acteurs aux techniciens. Et je tiens toujours à le signaler, tous les techniciens de ce film, les gens de la lumière, du son, du cadrage, tout, ils sont tous des sortants de l'Institut des Arts du Librica. Et c'est pour ça que ce film nous tient vraiment à cœur, parce qu'on n'a pas eu des gens qui sont venus de l'extérieur ou ce genre de choses, et, à part le réalisateur bien sûr. C'est un produit local. Et voilà, c'est purement local. Et ce film, quand il a commencé sa tournée internationale à travers les festivals, nous avons décroché 5 trophées en tout. 2 trophées ici en Guinée et 3 trophées à l'international. Un des trophées qu'on a gagné au Windsor Festival qui est au Canada, où le film a gagné meilleur film africain. Et ça, c'était en 2025. On a gagné meilleur film africain. Et quand je te dis ça, c'est qu'il y avait tout le monde. Donc 2025, c'était notre année, quoi. Je dirais c'est notre année quand même, parce que il y avait des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, il y avait tout ça. Et on a pris meilleur film. Aux États-Unis, à la Mecque du cinéma, Hollywood, à Los Angeles, dans le festival Africa USA Film Festival, nous avons gagné meilleur film africain et aussi meilleur acteur. Bravo. Et ça, pour moi, je ne parle même pas du trophée meilleur acteur, n'importe quel acteur serait heureux, mais je pense que le fait d'avoir reçu 2 prix internationaux de meilleur film, ça dit beaucoup de choses. Je suis d'accord. Ça dit beaucoup de choses, parce qu'on a souvent dit ici que le cinéma guinéen avait disparu. Pour moi, il n'avait pas disparu, il était juste en état, il dormait en fait. C'était en étant latent, enfin on était en train de dormir. Mais depuis un certain temps, depuis plusieurs années, je dirais, je vais retourner jusqu'à peut-être les 5-6 dernières années, il y a eu de très très belles productions cinématographiques, des films guinéens qui se sont exportés. Dans certains dont j'ai participé aussi, d'autres aussi dont les acteurs je les connais très bien, les réalisateurs je les connais très bien. Et c'est une lueur d'espoir. Nous avons cette industrie qui est en train de se replacer, qui est en train de renaître de ses cendres et qui est en train de faire tout ce qu'il faut justement pour que le cinéma guinéen retrouve son blason d'antan. Vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma guinéen était super bien placé en Afrique de l'Ouest dans les années, je dirais 60, 70, 80 et tout. Franchement, c'était vraiment, le cinéma guinéen était reconnu. Si on parle des années 90, ne serait-ce que du Ballon d'Or, mais les gens ne savent pas que le Ballon d'Or, bien qu'il ait fait autant parler de lui, le Grand Cheikh Doucouré, il y avait beaucoup d'autres films à côté qui faisaient aussi leur chemin. Mais les années 90, pour moi, étaient le moment où le cinéma guinéen, pas dans sa production, mais dans le côté culture. Culture. Genre que le peuple a commencé à perdre un peu cette culture du cinéma, parce que les salles de cinéma fermaient petit à petit. Et entre-temps, l'Internet était en train de naître, les téléphones portables sont nés et tout. Et il n'y a pas eu vraiment de combat pour ramener cette culture, à part, je dirais, dans les 5-6 dernières années que on commence à commencer. Et là, on commence à voir quelques résultats. On va organiser. Maintenant, on va organiser le débat sur le plateau parce qu'il y a trop de désordre. Et puis moi, tu me donnes la parole, je continue. Hein, voilà, parce que même l'invité qui est là, il faut qu'on essaie de le cadrer. Cadrez-moi. Donc, Kadika a posé la question, mais moi, en tant que meilleur acteur, j'aimerais, c'est le souhait des téléspectateurs, que tu nous interprètes une scène de ton film en action. De quel film? Action. Safari à Conakry, évidemment. Et ça tombe bien justement parce que vous avez parlé tout de suite des MGF tout à l'heure, vous parliez, et le film Safari à Conakry touche beaucoup de sujets dans le film. Et il y a une scène dans le film justement où l'acteur que je joue, qui est un policier, mais quelqu'un de très intègre et qui est imbu de justice. Et il y a une scène où sa petite sœur, sa jeune sœur, est supposée aller au village pour l'excision. Et c'est quelqu'un qui est totalement contre ça. Alors il y a un moment où il regarde la maman et il dit « Maman, je te le dis et je te le répète, Kadi n'ira jamais au village. Il est temps que cette pratique s'arrête. Il est temps qu'il laisse nos petites filles tranquilles. Ça suffit. On a trop fait mal aux enfants, on a trop fait mal aux filles maintenant et ça suffit. Moi, ma sœur, le premier qui touchera ma sœur, il aura de mes nouvelles. » Quelle nouvelle?
Parce que j'étais dans la peau de la maman comme ça. Hein. Quelle nouvelle Est-ce que tu es sûr que c'est la question que maman a posée? Non, mais quelle nouvelle? Non, maman a dit seulement, il n'y a pas de problème, mon fils. C'est notre culture, ça. C'est notre culture. Donc, tu es dans la peau de la maman. Oui, on traite de beaucoup de sujets dans le film. Beaucoup de sujets. Alors, ça, c'est un des sujets. Le film Safari, déjà, moi, je joue le rôle de Tierno dans le film, qui est un policier. C'est le film parle de deux policiers qui se battent contre la corruption et contre une mafia en Guinée ici, et ils essaient de démanteler le réseau. Maintenant, il y a deux policiers. Moi, c'est Tierno. L'autre, c'est Ismaël, joué par So Pedro. L'humoriste que tout le monde connaît. Et moi, je suis le policier de justice, un but de justice. Lui, c'est le policier, genre, il s'en fiche en fait. Genre, ça marche pas, c'est pas son problème. D'accord. Oui. Omar, aujourd'hui, vous nous avez présenté 3 trophées. Je vois que les 2 sont pareils. Est-ce que vous les avez obtenus au même concours? Celui-ci, les deux là justement, nous avons eu 2 trophées. Celui-ci, c'est celui du meilleur film que nous avons eu au festival aux États-Unis, en plus du meilleur acteur. Ce trophée est un trophée qui m'a été décerné ici en Guinée comme meilleur acteur à l'international à la Nuit des Couronnes. Et ça, c'était dans le courant 2025. Et nous avons aussi, malheureusement, nous n'avons pas pu les avoir. So Pedro a gagné un trophée dans un festival ici, les 7 jours du cinéma. Les 7 jours du 7e art. So Pedro a décroché le trophée parce que c'était son premier film. Il a décroché le prix d'encouragement, de soutien à son premier film parce qu'il avait fait un boulot extraordinaire. Et nous avons gagné meilleur film au Festival Windsor du Canada, mais nous n'avons pas encore pu recevoir le trophée, mais nous l'avons gagné dans le courant 2025. Le cinéma guinéen, vous l'avez dit tout à l'heure, il fut des moments où la Guinée était première dans le domaine du cinéma. Et aujourd'hui, nous avons tendance à perdre un peu cette place que nous avons obtenue à l'avant. Alors, j'aimerais savoir quel est votre avis votre vision par rapport au cinéma guinéen. Tout d'abord, je dirais que nous n'étions pas premiers, mais nous étions présents. Nous étions vraiment présents dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup de tournages qui se faisaient ici. Ma vision à moi, je ne vais pas retourner en arrière, parce que pour moi, ce qui est fait est déjà fait. Ma vision actuelle en ce moment, c'est cette vision que j'ai du cinéma qui se réveille, du cinéma qui est en train de revenir, mais qui a surtout besoin d'être consommé par le Guinéen lui-même. Beaucoup de gens me demandent où est-ce qu'on peut voir les films guinéens, où est-ce qu'on peut les voir. Mais beaucoup de gens, aujourd'hui, ils espèrent pouvoir les avoir gratuitement en ligne. Par exemple, ils me disent Safari, ils veulent l'avoir sur YouTube et tout ça. Et voilà pourquoi j'ai dit que cette culture du cinéma a disparu. Tout le monde veut être devant son petit téléphone et regarder les choses gratuitement. La vision que j'ai, c'est une vision d'espoir. J'espère que des gens verront cette émission. Et en ce moment, nous sommes en pleine campagne, moi et mon équipe. Nous sommes en pleine campagne pour que ce film qui a gagné autant de trophées, on va commencer par ce film d'abord, qui puisse être consommé par les Guinéens. Et pour ça, parce qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas regardé. Beaucoup qui ne l'ont pas regardé. Il est sorti au cinéma ici, il a eu beaucoup de succès, mais lorsque vous avez 300 personnes dans une salle, une fois, 2 fois, 3 fois, mais là je parle maintenant des autres millions qui n'ont pas eu la chance de le voir. Et mon souhait à moi, c'est qu'il y ait un système en place avec l'ONASIG qui est en train de faire un boulot exceptionnel en ce moment, mais peut-être une aide gouvernementale pour pouvoir réhabiliter certaines salles de cinéma dans la ville de Conakry, à l'intérieur et tout, et qui sait peut-être même commencer une caravane. Ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Il y a à peine quelques semaines, mon équipe et moi, nous sommes partis à Dubreka, parce que ce film, justement, sort de l'ISAG. Nous l'avons projeté à l'ISAG. Ils sont partis là-bas, et les étudiants, ils sont venus, et nous avons encouragés. Vous avez vu, vous êtes sortis. Ceux qui sont sortis ont fait un film qui a eu des prix aux États-Unis. Alors, continuez, n'abandonnez pas et tout. Mais mon autre souhait, c'est de pouvoir pousser ce film à être joué dans dans toutes les villes, si possible. Mais pour ça, il faut réhabiliter les salles de cinéma, il faut qu'il y ait un système en place. Alors, ma vision en ce moment, c'est une vision d'espoir qu'on pourra créer ce système. Okay, d'accord. Alors, quel a été votre parcours dans le cinéma et qu'est-ce qui a déclenché votre passion pour cet art? Waouh. Ok. Résume. Je résume. Disons que j'ai envie d'être acteur de cinéma depuis l'âge de 5 ans. Depuis que je suis tout petit. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que mon père, paix à son âme, a fait partie de la première équipe de censure du cinéma en Guinée, dans les années 70. Dans les années 60, je dirais. Dans les années 70 jusqu'aux années 70, il a fait partie de la première équipe de censure du cinéma. Pour dire que le cinéma était vraiment... Les gens, ils allaient au cinéma tout le temps. Et il était justement faisait partie de cette équipe qui censurait certaines scènes avant de les mettre au cinéma. Alors, moi, j'ai grandi à côté de mon père qui avait souvent des anciennes bobines là, posées à côté de lui. Il avait une petite lampe, il regardait et puis il collait parfois. Je ne sais pas ce que c'était, mais au fil des années,
le cinéma, la télé, parce que s'il y a un truc que mon père a toujours fait, il nous a introduit au cinéma très tôt. C'était déjà un cinéphile lui-même. Alors on recevait à l'époque, c'était les cassettes VHS, les cassettes, on recevait des films de karaté, des films de ceci, cela, des films de Jackie Chan, tout ça. Alors j'ai grandi en regardant ces films-là, et c'est là que la passion est née en fait. À chaque fois que je regardais un film, j'allais me mettre devant le miroir et puis j'essayais de mimiquer quelques actions et tout. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé. D'accord. Vous évoluez aussi au sein de la musique. Ouais, c'est pour ça qu'elle a dit que mon CV est un peu long là. Oui, dans la musique, dans le théâtre. La musique au cinéma. Est-ce que ce que vous racontez pas dans vos films, c'est ce que vous racontez dans les musiques, ou est-ce que vous faites pareil? Non, c'est pareil. Pratiquement c'est pareil. Lorsque vous avez un sujet en tête, vous le mettez ou en image ou en musique. C'est la même chose. Le tout seulement, c'est d'avoir des gens pour consommer. Par exemple, mais la différence qu'il y a entre le cinéma et la musique, c'est qu'une fois que vous faites une production cinématographique, toutes les formes d'art s'y retrouvent. Le cinéma est la seule forme d'art qui regroupe toutes les formes d'art. Donc, vous ne pouvez pas faire du cinéma sans musique. Parce que la musique qui crée l'ambiance, la musique qui crée le mouvement, même les déplacements, ça se fait en musique. Et vous avez la photographie, vous avez la sculpture, vous avez les tailleurs, parce qu'il y a les habits et tout. Le cinéma met tout le monde au boulot. Et c'est exactement pour ça pourquoi une production demande autant d'argent. Faire un film demande énormément d'argent. Alors, musique, cinéma vont de pair. Alors moi, je vais m'intéresser un peu à la problématique du cinéma parce que on se rappelle, vous avez obtenu ces 2 prix, mais ça a mis du temps avant de les recevoir. Et aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez un prix qui malheureusement est dans l'embouteillage au Canada, qui n'arrive pas à arriver. On ne sait pas si... ça s'explique par quoi? Ça s'explique par... Et justement, c'est un des trucs que j'ai envie de signaler parce que cette culture oubliée du cinéma, on la voit partout en fait, c'est dans presque tous les domaines. Parce que même si certaines personnes s'intéressent au cinéma au sein du gouvernement, ils ont envie d'aider et tout, mais cette problématique est un peu mise en dessous, parce qu'il y a des priorités. Donc c'est un petit peu en dessous, elle nous dit, bon, patientez, on va s'en occuper. D'accord, et nous sommes tout à fait d'accord que les personnes qui veulent vous aider, ils ont un agenda très chargé. L'agenda est très chargé, donc vous ne pouvez pas vous fâcher contre ces personnes-là parce que l'agenda, il n'y a pas que le cinéma. L'agenda est hyper chargé. Alors, nous aussi, il est de notre travail, c'est notre boulot aussi d'essayer de faire quelque chose. Alors, puisque ça mettait du temps, nous avons décidé nous-mêmes de contacter des personnes à côté et tout. Et nous sommes tombés sur justement monsieur Jordan Garcia, qui est le consul honoraire de l'ambassade de Guinée à Los Angeles, qui est celui qui est parti prendre les trophées pour nous. Alors, nous lui avons demandé, est-ce qu'il serait possible, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir ces trophées-là? Est-ce qu'il peut les envoyer de façon diplomatique? Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de contacts. Finalement, c'est lui-même qui a décidé de venir avec. Mais il fallait respecter son agenda. Et son agenda, c'était juste quelques mois après. Il allait prendre son avion et il est venu avec les trophées et il nous les a donnés. Et je remercie M. Jordan Garcia pour ce qu'il a fait. Et sans lui, on allait sûrement les avoir peut-être plus tard. Mais qu'on l'a eu à ce temps-là, c'est vraiment grâce à son dévouement et à son comment on appelle ça, à son j'aime bien, à son amitié, j'aimerais dire ça, parce que c'est un monsieur super, il est super gentil, monsieur. Donc on va continuer à organiser le débat. C'est déjà maintenant fait. Moi j'aimerais savoir pourquoi les films guinéens ne se produisent pas genre sur A+, sur les chaînes internationales. Qu'est-ce qui empêche ça? Ça c'est une bonne question. Nous avons eu des films guinéens justement qui ont joué à l'international, parce que le film Vivre pour t'aimer de Fatmata Kandé a joué sur Canal+ pendant au moins 2 ans. Il a joué sur Canal+, et c'est un film qui a même joué au cinéma à Abidjan, dans les villes de la sous-région. Et qui a aussi un prix, je crois. Et elle a aussi un prix, justement, elle aussi au Canada, comme meilleure actrice dans le film. Et c'est pour vous dire que, vous avez vu, ça c'est des informations, normalement, que les gens devraient être en possession se souvenir qu'ils doivent vraiment... Mais comme je le dis, la thématique du cinéma, c'est comme une goutte d'eau que tu lâches dans l'océan. Alors quand elle tombe dans l'océan, ça se disperse un peu, ça se perd un petit peu, mais... Comme je dis, à force de travail et à force de reconnaissance, nous allons ramener les choses. Nous avons d'autres productions qui arrivent très bientôt. La dernière production en date sera encore un film de Fatmata Kandé qui va sortir en avril, qui s'intitule Kairaba. Et je fais partie de ce film aussi, je suis un des acteurs. Et ce film est une collaboration entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Alors vous avez vu, nous essayons vraiment de taper fort. Et ce film-là, je pense que ce sera vraiment... si on nous donne les moyens de le montrer à autant de Guinéens que possible, je sais que ce film-là sera aussi un déclic qui forcera, ou qui pas forcer, qui donnera l'envie aux Guinéens de découvrir d'autres productions. Ils vont se dire, ce film il est bien, mais où est-ce que je peux voir d'autres films?
Une petite curiosité. Est-ce que le tournage d'un film, ça prend combien de temps? Tout dépend de la production et tout dépend du budget et tout dépend aussi de la vision du producteur. Si vous voulez faire un film où on va avoir un film à la hollywoodienne, par exemple, vous allez avoir des cascades, des explosions, des ceci, des cela, ça demande énormément d'argent et ça demande l'endroit de tournage. Un film peut aller jusqu'à même 1 an de tournage, hein, ça peut se faire. Maintenant, alors qu'on a des productions modestes, avec une histoire assez détaillée et où il y a beaucoup de dialogue, des mouvements assez fluides, pas trop exagérés, un film peut faire un tournage simple aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Vous êtes déjà des acteurs déjà connus parce que vous sortez plusieurs films. Moi, j'aimerais un peu savoir vos rapports avec les ressortissants de l'ISAC ou les étudiants qui sont là-bas. Est-ce que vous les approchez pour collaborer un peu avec eux? Tout le temps. Et nous sommes même très ouverts, nous les acteurs et tout, parce que nous avons même des groupes WhatsApp. On discute avec eux. Et justement, lorsque nous partons à l'intérieur du pays présenter le film, nous faisons en sorte d'avoir des discussions avec eux. Par exemple, la dernière fois qu'on a fait, c'était il y a 2 semaines, on était à l'ISAC. Et les jeunes sont venus, les étudiants, ils ont posé toutes les questions qu'ils voulaient. On a répondu à tout ça. Et c'est quelque chose, justement, c'est ce que je disais, on essaye de créer cette caravane, entre guillemets. Nous essayons vraiment de passer à travers toutes les écoles, les universités, partout où on peut aller, pour que ceux qui font des études de cinématographie, des études d'image, de drame, vraiment de leur dire, écoutez, ça commence à venir. Nous avons des productions en ce moment qui commencent à marcher. Donc, courage, n'abandonnez pas, parce que vous n'avez pas idée du nombre de jeunes qui sont sortis des productions de l'université, genre en art dramatique, en visuel et vidéo, mais ils n'ont pas trouvé de boulot. Vous avez vu? Et ça, pour moi, c'est un rêve. Alors, si je dis à tout le monde, écoutez, soyez patient. Moi, je voulais être acteur depuis l'âge de 5 ans. Imaginez mon premier film, je l'ai tourné à quel âge? Vous imaginez, si on n'est pas patient, il faut s'armer de patience, surtout en Guinée. D'accord. J'avais une dernière question. Quel projet ou rôle, Omar, vous avez le plus marqué jusqu'à présent et pourquoi? Quel rôle ou projet vous a le plus marqué depuis que vous avez commencé le cinéma? Écoutez, je dirais que c'est mon premier film, hein. C'est mon premier long métrage qui est Vivre pour t'aimer. C'est mon premier long métrage parce que j'avais déjà joué dans les séries et tout ça. Je vais aller en crescendo. C'était Vivre pour t'aimer. Pourquoi? Parce que mon tout premier rôle, je jouais un rôle je jouais le rôle d'un handicapé en fait. D'accord. Donc ça veut dire qu'il fallait que je reste dans un fauteuil roulant. Alors pour ceux qui me connaissent, moi je suis pas quelqu'un qui reste tranquille. Pour ceux qui me connaissent, j'ai énormément d'énergie, je cours dans tous les sens, même durant le tournage. Alors me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne parle presque pas, c'était vraiment un challenge pour moi. Mais qui réagit violemment. T'as vu le film, toi, hein? Plusieurs fois. Alors, je jouais le rôle de quelqu'un qui est toujours fâché, qui rabroue les gens, qui ne parle pas, qui est énervé d'être dans un fauteuil. Alors, vous imaginez pas comment c'était dur pour quelqu'un comme moi, parce que dès qu'on dit couper, alors je redeviens moi-même. Je commence à courir dans tous les sens, et on dit encore action, je me remets dans cette peau-là. Je dirais que c'était vraiment la meilleure expérience. Qui est du acting. On dit acting, genre le drame. L'autre meilleure expérience, c'est quand j'ai joué dans la série Alima ou le rêve brisé, une série burkinabé et guinéenne, où je jouais le rôle d'un monsieur, mais il y a beaucoup d'action. Il y a la bagarre, il y a le combat, parce que j'ai fait les arts martiaux quand j'étais jeune. Alors, tout ça, c'est vraiment des choses, je me dis, ça, j'ai adoré ça. Omar, il faut quitter sur nos plateaux. Alors, Omar, une dernière pour moi aussi. Est-ce qu'il y a des défis? Pas pour vous, je parle du cinéma en général. Oui. Le plus gros défi pour l'instant du cinéma, c'est de faire en sorte que les Guinéens puissent consommer le cinéma, puissent le consommer. D'accord. Par exemple, mon but à moi, mon projet à moi en ce moment, c'est de voir les personnes, les autorités, comment on peut aider l'ONASIG, mettre ce système en place pour que les Guinéens consomment guinéens. Vous n'avez pas idée les demandes que nous avons, les Guinéens qui nous demandent, on veut voir ces films, on veut les voir, où est-ce qu'on peut les voir? Mais nous sommes encore petits dans cette histoire. Mais la meilleure chose à faire, les Américains le disent souvent, build it, they will come. Ça veut dire, si vous construisez, les gens vont venir. Donc si on commence par avoir déjà des endroits, des salles de cinéma, on n'a pas besoin d'avoir les grandes salles pour l'instant. Une petite salle, ça va pour l'instant. Imaginez qu'il y a un petit endroit dans chaque quartier, pas quartier, dans chaque commune. C'est pourquoi on salue d'ailleurs les 7 jours de 7e art. Ils se sont dit, les 7 du 7e art, ils ont fait un boulot extraordinaire parce qu'ils sont allés jusqu'à l'intérieur. Et imaginez, c'est quoi la différence entre un acteur, je prends un exemple, Denzel Washington, et un acteur guinéen?
C'est quoi genre ici en Guinée, c'est quoi la différence? Les salles, il est plus suivi. Parce que Denzel Washington, il est partout. Ouais. Il est partout, à la télé. On le voit à la télé. Donc, au fil du temps, les gens le connaissent. Même les enfants de la rue le connaissent. Mais les enfants de la rue, ils connaissent Kabakoulou aussi. Oui. Vous avez vu? Alors, imaginez si on voit Kabakoulou tout le temps, tous les jours, dans un grand film et tout ça. Mais Kabakoulou devient la star de la Guinée. On est d'accord. Vous avez vu? C'est ce côté-là, on est en train de se battre justement pour que les acteurs guinéens, les producteurs, aient de la diffusion. Que l'on puisse trouver de la diffusion, qu'on a des projections. C'est trouver ces endroits-là pour pouvoir projeter nos films. Est-ce que vous savez qu'à Conakry, en ce moment, il n'y a aucune salle de cinéma? Malheureusement. Aucune. Toutes les salles de cinéma c'est mieux enfermées. de ressusciter le cinéma Rex et Vox, là, Oui. parce que nous, à notre époque, c'est il y a le cinéma là-bas, on Liberté qui est regardait encore des là. films. Il est désaffecté, il faut juste le réhabiliter. Il y a le cinéma Robanet, le cinéma Vox. Je vous dis, on a grandi avec le cinéma. D'accord. Malheureusement. C'est vraiment le message que je lance. J'ai vraiment le Juste, coup de cœur que je lance. juste une question de curiosité, parce Vas-y. que quand on parle Rapidement. de film, on parle de budget, on parle d'argent, on parle de financement. Donc moi, j'aimerais savoir le coût global de ce film. Combien ça vous a coûté? Est-ce que le prix de Kadika Pour ce film-là, pour ce film, ça c'est la production qui peut répondre. Moi, je suis acteur-interprète. C'est un membre de la production qui aurait pu vous répondre. Mais en général, tout dépend de l'idée du film, de où le film doit être tourné et de la vision globale du film. Certains films peuvent se faire dans une maison. On ne sort pas. Le budget est moindre. Certains films, par exemple dans Safari à Conakry, nous avons de l'action, nous avons de la comédie, nous avons de la bagarre, nous avons des scènes de combat, des scènes de poursuite. Donc je vous dis que ce film-là, merci à Enabel qui nous a aidés pour le film et à l'Union européenne qui a fait partie de la production aussi. C'est une production, c'est beaucoup d'argent, mais je ne peux pas parler sur ce côté parce que c'est pas mon Après, vous viviez de cela? Pardon? Après, vous viviez de cet argent? Si je vous dis que je vis du cinéma... Les acteurs? Si un acteur dit en ce moment qu'il vit du cinéma en Guinée, je dirais que c'est un menteur. On ne vit pas du c'est cinéma comme en certains Guinée. artistes. Voilà. C'est ça, parce Je qu'il n'y a ne vis- malheureusement je ne pas vis pas d'industrie. malheureusement. On veut te chercher. Il n'y a pas d'industrie. C'est vraiment en de fait. passion. On vit vraiment, c'est la passion qui nous fait faire ça. Mais si je dis que quelqu'un vit du cinéma en ce moment-là. D'accord. Alors, Cheikh Omar, on vous dit merci d'être venu sur ce plateau, mais Déjà? surtout bonne chance. Déjà. Aïe. C'est Mais comment? surtout bonne chance. Non, On ils ne sont espère- pas pressés. Ceux qui viennent après moi, ils ne sont pas pressés. Ils peuvent attendre. Non, on me regarde mal. D'accord. Il y aura d'autres prix qui vont suivre. Yes, merci beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je prends du plaisir à te suivre. Franchement. Et moi-même, je voulais rejoindre leur équipe parce que j'aime bien le cinéma. Ah, Vous aimez le cinéma? J'aime bien le cinéma. Et ça dépend. Est-ce que le cinéma va t'aimer? Il y a un tournage C'est qui est prévu en ça mars. le problème aussi. Il y a un tournage qui est prévu en mars. Donc, pourquoi pas, je viens te voir mais faire un regarde. casting. Mais les gars, est-ce que le cinéma va m'aimer? On ne sait Non, ça, jamais. c'est un Hein. bout Tu de peux, moi, tu peux je aimer le lancer un cinéma. défi. Et je que le rentre pas en cinéma vous. le Ça, t'aime. Je vais relever le Non, défi je rentre là. pas en vous deux. Ça, c'est Je un veux peu- te montrer que le cinéma moi-même. Aïe. Le cinéma Bon, à me met un moment donné, elle amoureux avait de moi. commencé, mais franchement, c'est pas aller loin. Hein? Voilà. Donc, merci, Cheikh, d'être sur ce plateau. Ça Toujours nous a un fait plaisir. plaisir de Toujours t'avoir. un plaisir. Je l'ai annoncé depuis le début de cette émission. On va le recevoir maintenant. On va marquer une courte pause. Et on va parler, bien sûr, des mutilations génitales féminines. Et on va recevoir Mme Kadiatou Camara et M. Mohamed Sekou Kondé à l'occasion de la journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations. Zénith sur Coloma se poursuit en ce vendredi. Nous recevons sur ce plateau M. Mohamed Sekou Kondé. Il est religieux, point focal VBG, mais également vice-président de l'association des leaders religieux de Guinée, en abrégé, Allergui. Et nous recevons également Mme Kadiatou sur ce plateau. Elle est point focal également, mais elle est chargée des questions pour l'enfance de la commune de Bessia qu'on reçoit sur ce plateau. Chers invités, bonjour. Bon, monsieur Sekou, je pense, lui, il est en habitué. Je pense qu'on l'a déjà reçu sur ce plateau. Mais par contre, vous, je pense que c'est la première fois. Oui, effectivement. C'est ça. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour.
Bonjour à tous aussi. Bonjour aux téléspectateurs. J'adore quand une dame s'exprime bien. En fait, vous ne savez pas le plaisir que je prends d'écouter les femmes. Et je sais que celle qui va venir après vous aussi. Ah, elle façon le genre même. Oh, Madame Kébé, la même, faut laisser. Ça fait plaisir de vous avoir. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là et de parler des questions de VBG. Exactement. Et de mutilation génitale. Vous allez bien, monsieur Condé? Oui, ça va? Ça va. Dieu merci. Comme je l'ai dit, nous sommes en pleine journée internationale. Tolérance zéro. Voilà, Zéro même. Zéro. On ne tolère plus. Yeah. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas trop parlé de pourcentage. Maintenant, on veut zéro mutilation, zéro violence basée sur le genre. C'est également le combat de terre des hommes. Donc, en phase de sensibilisation dans cette émission Zénith sur Coloma. Informer, sensibiliser les communautés, hommes, femmes et enfants sur les causes, les conséquences, mais également les moyens de répression des mutilations génitales féminines, mais surtout encourager l'abandon, bien sûr, de cette pratique. C'est pour cela que nous vous recevons sur ce plateau. Alors déjà, vous allez vous présenter et surtout présenter votre combat. Parce que vous êtes chargé des questions de l'enfance. Oui. Comme vous l'avez dit tantôt, je suis Kadiatou Kamara. Je suis chargée des questions de l'enfance au compte de la commune de Bessia. D'accord. Nous relevons de la direction communale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Okay. Et je suis également point focal au compte de terre des hommes dans leur projet Redire VBG, qui est un projet qui est essentiellement là pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Et vous n'êtes pas sans savoir que les mutilations génitales féminines font partie des violences basées sur le genre. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour parler de violences basées sur le genre, mais plus précisément, de mutilations génitales féminines. D'accord. J'aime bien voir les religieux dans ce sens, parce que souvent il y a des débats autour que malheureusement même nous on n'arrive pas à comprendre, mais avoir un religieux sur ce plateau, je pense, et un religieux intellectuel, c'est-à-dire qui peut nous parler dans les deux sens. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Vous allez bien commencer par ça. Allez-y. Je commence d'abord Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala sa'ir ikhwanihi al-mursalin wa nabiyyin. Après Bismillah, le combat, je vais me présenter d'abord. Oui. Moi, c'est Sekou Mohamed Kondé. Allez rectifier, c'est Sekou Mohamed Kondé, vice-président de Allergie. Nous sommes une ONG qui regroupe un certain nombre d'intellectuels musulmans pour les questions de la population. Pas seulement les VBG, mais on s'occupe de toutes les questions de la population. Alors, notre association regroupe une centaine d'imams un peu partout en Guinée. Et le départ, on s'est focalisé pour la formation des imams. Parce qu'il y a beaucoup de questions de la société qui est très difficile, comme Madame a dit tout de suite. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à toucher parce que c'est lié à la religion. Et nous, étant donné que la religion, c'est notre spécialité, nous avons étudié l'islam et on arrive à aborder tout ce qui est lié à la population pour démontrer la vision de l'islam. Pour le cas espèce, qui est le VBG, alors, pour la présentation d'abord, tout dernièrement, je viens de former une vingtaine d'imams à Conakry ici. D'accord. Nous avons pris 2 imams pour 13 communes de Conakry. Oui, d'accord. Nous avons passé 3 jours avec eux. Parce que la question de la religion pour les VBG, c'est très compliqué. C'est pas seulement la sensibilisation. C'est pas seulement que tu dis aux gens, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un imam qui est à côté, il n'est pas bien informé. Un seul mot de l'imam va mettre tout ce que vous avez fait. C'est pourquoi on s'est focalisé pour la formation des imams. C'est pourquoi notre activité principale, c'est de former les imams. Sensibilisation, c'est bon, mais on a besoin de prendre du temps avec les imams parce qu'il faut faire des argumentaires pour les expliquer. Tout ce qui prend comme des preuves, comme des hadiths, comme des versets coraniques, l'interprétation, essayer de les interpréter ça correctement. Parfois, si vous participez à des formations, c'est très, très, très intéressant.
Parce c'est vrai, que parce tu que trouves souvent des il y a gens vraiment... l'amalgame, hein, on n'arrive plus à savoir que faire. Oui, Kankou, tu as une question Oui, je voulais dire ce qui est bien pour eux, avec eux, c'est qu'ils ont des religieux, parce que vouloir expliquer à une personne illettrée, je m'excuse du terme, à une personne qui n'a pas été à l'école, ça ce n'est pas bien. La personne va te dire non, dans l'islam c'est autorisé. Exactement. Et du moment où eux, ils ont des religieux pour expliquer clairement, parce que même nous sommes mal placés pour les expliquer. Je suis d'accord. Du moment où ils ont des imams pour l'explication, c'est une très bonne chose. Et la formation que vous avez tenue avec les autres imams de la commune de Conakry, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont été d'accord avec vous dès au premier rendez-vous? Ou bien il y a eu des complications, après vous avez pu les diligenter très bien? Il y avait quelques-uns qui étaient déjà avertis, mais il y avait d'autres vraiment, ils n'étaient pas du tout d'accord. D'accord. Mais avant la fin de ces 3 jours-là, quand même, il y a eu terrain d'entente. Parce qu'il faut dire toujours comme ça, on pense, on les a ralliés à la cause. D'accord. C'est un combat, c'est très difficile parce que parfois, il y a des formations que j'ai organisées à Conakry ici. Tu trouves un imam, après toutes les explications, c'était après 3 jours, parce que chaque fois on prend 3 jours. Okay. Le minimum, c'est ça. Donc, ce n'était pas la première formation? C'est ça qu'on fait depuis une vingtaine d'années. D'accord. Nous avons formé des imams à Kankan, à Mamou, à Labé. Nous avons des représentants un peu partout en Guinée. Monsieur Condé, moi j'aimerais savoir, pour couper au court, est-ce que l'islam autorise l'excision? C'est la question principale. L'excision, c'est de coutume. C'est dans les mœurs. Il n'y a aucun ordre islamique pour faire l'excision. Ça n'existe pas. D'accord. Les gens ont l'habitude d'utiliser des hadiths, soi-disant que le prophète a vu une femme qui s'appelle Oumou Atiya, elle est devenue trop célèbre. Oumou Atiya. Celle-là exerçait le métier à la Mecque. Après que les musulmans se sont déplacés pour aller à Médine, elle est venue à Médine, elle est rentrée en islam, elle est venue à Médine. Le prophète lui a vu un jour, il a demandé: est-ce que le métier que tu faisais à la Mecque, tu continues à le faire? Ça, là, ça veut dire beaucoup de choses. Un, c'est pas l'islam qui a amené. L'islam a trouvé là-bas. La femme le faisait. Il a demandé: est-ce que tu continues à le faire? Elle dit: oui, je continue à le faire. Il dit: ah, ne coupe pas, il faut fleurir. C'est ça seulement qu'il y a. L'islam, c'était le début. Tu sais, dans un milieu païen, tu ne peux pas venir un jour comme ça, te dire que non, on interdit. Il fallait passer par des méthodes progressives pour interdire certaines choses. D'accord. C'est pourquoi le prophète avait des compagnons qui le comprenaient très bien. Dès qu'il dit un mot, ils vont comprendre: ah, le sens. Ça veut dire que ça, c'est pas bon. Pour l'alcool, lorsqu'il est venu pour l'alcool, il n'a pas dit directement l'alcool est interdit. Il a dit: ne prenez pas l'alcool et allez à la mosquée. Dès ce jour-là, ceux qui comprenaient le message, ils ont arrêté de prendre l'alcool. Voilà. Message passé qui Alors, madame, je vais aller vers vous. Les autres pays l'ont arrêté. Pourquoi pas nous? Est-ce que vous avez en général une stratégie pour mettre fin à tout cela? Déjà, moi, à ma qualité de point focal, mais aussi de chargé des questions de l'enfance, nous procédons généralement par les sensibilisations, à travers les sensibilisations sur toutes les formes, que ce soit causerie éducative, les sensibilisations de masse, parce que nous, on est directement en face avec la communauté. Et dans la communauté, il y a les exciseuses, il y a les femmes excisées, il y a les femmes qui encouragent également l'excision. Donc, nous, on est avec la communauté, on sensibilise, on informe et aussi on oriente. Parce qu'il est bien beau d'informer les gens, de les sensibiliser. Mais si ils ne sont pas orientés, en cas d'MGF ou de risque d'MGF, ils ne savent pas vers qui aller. Donc il y a un problème. Donc nous, on informe, on sensibilise et aussi on leur dit: attention, il y a des moyens de répression qui sont là. En commettant, comment on appelle ça, les MGF, vous vous exposez à un emprisonnement allant de 2 à 20 ans.
et aussi à une amende qui va jusqu'à 40 millions. Donc, on essaie tant bien que mal d'informer. Mais vous savez, avec les pesanteurs socio-culturels qui sont là, c'est pas du jour au lendemain qu'il y aura ce changement de mentalité. Donc, c'est au fur et à mesure, on ne se fatigue pas. On est toujours dans cette même lancée de sensibilisation. Et c'est pourquoi les religieux, vu que souvent on prend les MGF, on dit que non, c'est la religion politique. Donc, souvent, à travers les religieux et les leaders communautaires qui sont là, et le message y passe beaucoup plus simplement que quand c'est d'autres personnes. Je sais que le débat est organisé, mais vous allez juste me permettre de... Je peux? D'accord. Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est la journée internationale tolérance zéro. Oui. Quelles sont les dispositions mises en place par non seulement Terre des Hommes, mais également par vous? Nous continuons ce que nous faisons d'habitude. D'accord. Parce que la journée internationale de lutte contre de tolérance zéro à l'égard des MGF dit quoi? C'est la sensibilisation et l'information des gens. Donc, et ça, c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc, on renforce davantage les sensibilisations et on fait la promotion de l'abandon des MGF. Parce qu'il est important, parce que vous savez que les exciseuses, là, c'est leur métier. Oui. Il y a des femmes qui n'ont connu aucun autre métier. Elles te disent carrément, on vit de ça et elles vivent de ça. Arrêter. Elles peuvent comprendre que ça peut nuire à la santé des femmes. Mais si elles abandonnent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre? Donc, c'est pourquoi, avec certaines organisations et certains... Parce que Terre des Hommes, c'est une organisation qui vient en aide à l'État. Et moi, je travaille au compte de l'État, mais je suis aussi point focal au niveau de Terre des Hommes. Et d'autres organisations parallèles. Actuellement, ils visent à... Comment on appelle ça? À créer d'autres sources de revenus pour ces femmes exciseuses. Il y en a qui veulent abandonner, qui veulent bien abandonner. Mais... Quand elles abandonnent, de quoi elles vont vivre? Donc, il y a des projets allant dans ce sens-là. Ok. Mais je pense que quand c'est comme ça, il y aura plus d'excuses. Hein. Et moi, je rappelle que c'est sur le plateau, honnêtement, j'ai su qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les DBG et autres. Pourquoi ne pas multiplier les sensibilisations, genre fêter cette journée comme la journée de lutte contre le cancer du sein, lutte contre le VIH, parce que beaucoup faire plus de vulgarisation. Ne savent pas aujourd'hui que c'est aujourd'hui la journée internationale. Et si c'est comme ça, l'information ne passe pas. Effectivement, on travaille dans ce sens-là. Je crois que c'est à cause des élections et du remaniement et tout. Sinon, chaque année, on organise une grande sensibilisation de masse où tous les acteurs sont invités. En tout cas, toutes les parties prenantes dans la lutte contre les MGF sont invités. Et la population, on le fait souvent même au sein de la population elle-même. On ne fait pas dans les bureaux ou encore dans des salles. Non, on essaye de trouver un quartier ou une commune où on organise une grande séance de sensibilisation, où on profite pour informer et leur dire que oui, il y a des moyens de répression, mais aussi quand ça arrive, ou qu'il y a un enfant ou une fille qui est à risque de MGF, voici ce que vous devez faire. Donc c'est un peu ça. Est-ce que lors de votre intervention, vous avez eu affaire avec des jeunes filles qui ont été excisées et qui ont rencontré des problèmes? Oui, effectivement. Si oui, comment vous vous êtes entretenu avec ces jeunes filles? Est-ce qu'il y a des solutions que vous avez pu trouver par rapport à leurs problèmes? Effectivement, à longueur de journée, lorsque nous faisons des sensibilisations, parce que les sensibilisations, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours, mais lorsque nous organisons des sensibilisations de masse ou encore des causeries éducatives, souvent ça arrive lors des causeries éducatives, parce que là, c'est beaucoup plus intime et c'est beaucoup plus restreint. Mais à chaque fois, à la fin, vous trouvez quelqu'un, une personne ou deux qui vient vous voir en aparté pour vous dire que oui, c'est vrai que ce que vous dites, moi je rencontre tel ou tel problème. Maintenant, par rapport aux solutions, ça dépend du problème que la personne rencontre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les MGF, ça cause plusieurs problèmes. Ça peut donner des fistules obstétricales. Et quand c'est comme ça, on les dirige vers les hôpitaux à Jean-Paul II pour Conakry. Là, ils sont pris en charge gratuitement. Et aussi, ça peut entraîner, je ne dis pas que c'est la cause principale, mais ça peut entraîner les règles douloureuses. Donc, il y en a qui rencontrent ça. Il y a aussi des personnes qui ont des kéloïdes, c'est-à-dire dès qu'ils sont blessés ou dès qu'un objet tranchant les touche, il y a des kéloïdes qui apparaissent. Donc, imaginez, quelqu'un subit l'excision, là où les kéloïdes vont apparaître. Ça développe un complexe en la personne. Donc, ça fait que sa vie intime, sa vie sexuelle sera très compliquée avec son mari. Donc, il y a beaucoup de conséquences. En ce qui concerne les solutions, c'est au cas par cas.
qu'on fait le référencement. Alors, oui. D'accord, vas-y. Alors, puisqu'aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre les VBG, tolérance zéro. Quelles sont aujourd'hui les actions concrètes et durables qui doivent être renforcées pour protéger les filles et accompagner les survivantes des MGF? Je pense que la question, ça va être pour les deux. Bon, les actions concrètes, déjà, on ne va pas se fatiguer de le dire, parce qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas informés. Vous pouvez sensibiliser. La personne, elle est là aujourd'hui, elle écoute. Mais est-ce qu'elle comprend ce que vous dites? Ça dépend aussi de la personne qui véhicule le message. Donc, il y a tous ces aspects-là que nous prenons en compte lors de nos sensibilisations. Et on ne comprend pas tous les choses de la même façon et au même moment. Donc, on va continuer avec la sensibilisation, mais aussi les moyens de répression qui sont là. On va essayer de mettre ça en pratique. Parce que si je sais que, en pratiquant les mutilations génitales féminines, je m'expose à une peine d'emprisonnement allant de 2 à 20 ans, avant de le faire, si c'est respecté, évidemment, avant de le faire, je vais réfléchir à 2 fois. Donc, c'est d'encourager le ministère de la Justice à renforcer davantage la mise en place des sanctions, le respect des sanctions, je voulais dire. Donc, continuer les sensibilisations et informer les gens. Les gens n'ont qu'à savoir que nous sommes là pour eux. C'est pas, et vous savez, les gens, ils disent souvent que ce sont les histoires de blancs. On vous a donné de l'argent pour être là. On ne donne pas d'argent pour venir véhiculer ce message-là. C'est parce que nous rencontrons plusieurs femmes qui souffrent en silence. Parce que, à cause de nos coutumes et de nos mœurs, on ne peut pas s'asseoir, parler d'intimité à ciel ouvert. Même entre une mère et sa fille, il y a toujours cette barrière-là. Donc, ce qui fait que les gens, ils n'en parlent pas. Vous pouvez voir une femme qui souffre. Elle est là, elle souffre de ses conséquences, mais elle n'en parle pas parce qu'il y a cette barrière qui est là. Et aussi, le regard de la société. C'est une femme qui cette pression sociale. Cette pression sociale qui est là. Les filles qui ne sont pas excisées. Tu as grandi dans un quartier. On ne t'a jamais excisé. Les gens, ils sauront que tu n'as jamais été excisé. Donc, il y a cette pression qui est là. Il y a ces moqueries qui sont là. C'est ce qui amène d'autres personnes à le faire. Il y a des femmes, elles ont été excisées, elles vivent des conséquences, mais elles le font pour protéger les filles. Mais à quel prix? Selon elles. Selon elles pensent parfois, c'est la société même qui crée les Exactement. C'est pourquoi on encourage souvent aussi la sensibilisation pour que cette même société, parce que tout le problème, c'est la société. Pour que cette société soit au même niveau d'information. Oui, je voulais vous rajouter. Je pense que ça sera toujours la même chose, comme elle a dit. Il faut continuer à informer, à éduquer et à sensibiliser les gens. Parmi nos séances de formation, parfois, il y a des imams qui sont vraiment convaincus. Mais ils ont des problèmes. Ça fait plus de 10 ans, dans sa mosquée, il disait toujours non, c'est le hadith qui est... Alors, une fois, il y a un imam qui m'a rapproché, il m'a dit, Oussad, moi j'ai bien compris, mais comment je peux aller dire ça à ma mosquée maintenant? Parce que ça fait des années, je dis non, si tu es croyant, parce que le musulman, c'est la vérité qui est sa chose perdue. Dès qu'il voit la vérité, il tombe sur ça. J'ai dit, si tu es croyant, tu dois le dire. Mais ça, là, le message, on doit continuer à le véhiculer. Parce qu'il y a beaucoup d'imams aujourd'hui. En aparté, il est convaincu que ce n'est pas un acte islamique. Mais il ne peut pas sortir de dire ça. Ça aussi, c'est une pression sociale. C'est une pression sociale, voilà. C'est toujours les normes sociales. C'est ça. Il y a des imams, on ne va pas dire le nom des gens, on les a amenés au Caire, avec Lazare, à l'université de Lazare. Parce que l'Égypte aussi, c'est un grand pays musulman, c'est interdit là-bas. Le cheikh Lazare, c'est-à-dire, c'est comme le président de la Cour suprême. Alors, il les a reçus, il les a expliqué que ce n'est pas un acte religieux. Le monsieur, à son retour en Guinée, on a tout fait pour qu'il parle publiquement, il a refusé. D'accord. Alors, voilà, ça c'est des pressions sociales, c'est des normes sociales. Et chacun a son environnement, il vit dans ça. Alors, pour sortir de ça là, et dire la vérité, bon,
Si vous permettez, par rapport à la question de ma sœur qui a dit les personnes, les survivantes des MGF, quelles sont les prises en charge, comment nous faisons pour les accompagner. Il y a une partie que je n'ai pas dite. Le projet Réduire VBG, ce n'est pas seulement la sensibilisation, mais il y a aussi l'accompagnement de ces personnes, les survivantes et les survivants de MGF. Donc, le projet les accompagne et même les personnes à risque, parce que on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Surtout les personnes à risque, quand ce n'est pas encore arrivé et que c'est détecté à temps, c'est découvert à temps, on peut prendre des mesures nécessaires. Quand c'est déjà arrivé, le projet Réduire de Terre des Hommes accompagne ces personnes-là. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro là, le débat n'est plus organisé. Tu as raison. Voilà. Vous êtes toujours passé par la sensibilisation, mais est-ce que vous avez pensé aussi à prendre des témoignages, parce qu'il y a ces personnes qui ont été victimes de ces excisions-là, qui présentent aujourd'hui des secondes, comment on appelle ça, des effets secondaires de l'excision. Est-ce que vous avez causé avec ces personnes, vous les avez demandé d'expliquer, parce qu'une personne qui a vécu quelque chose peut mieux expliquer que la personne qui n'a pas vécu. Vous savez, quand on parle de sensibilisation, la sensibilisation peut se faire sur plusieurs formes. Il y a des sensibilisations de masse où on regroupe plusieurs personnes, on leur dit c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. Il y a des causeries éducatives où on sélectionne un certain nombre de personnes, ou bien on cible parfois des groupements de femmes, ou encore on va dans des corps de métier tels que les ateliers de couture, des salons de coiffure. On vient, on prend un temps, on échange. Parce que les sensibilisations de masse, on vient, on véhicule un message. Par contre, les causeries éducatives, on vient, on échange. Chacun donne son expérience. Maintenant, parfois, parce que vu que nous sommes dans le domaine depuis un bon bout de temps, parfois, en allant dans des causeries éducatives, on va avec des victimes qui acceptent. Parce qu'il faudrait qu'elles acceptent. C'est surtout. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut. Voilà. Et parce qu'on est tous on est tous au sein de la même communauté. Après, il y a le regard des gens. C'est ça. Donc, celles qui acceptent de venir avec nous, elles témoignent. On le fait souvent. Ça, c'est inclus dans nous, mais on a des témoins parce qu'on a subi ça. Évidemment. Mais est-ce que tout le monde accepte d'en parler, mais surtout à visage découvert? C'est vrai que c'est pas évident. Avant de clôturer, est-ce que, moi j'ai envie, M. Condé, est-ce que vous avez un message? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes père, vous êtes religieux, vous êtes même vice-président de l'association, vous êtes quelqu'un qui est très écouté. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la communauté? Oui. Bon, pour la communauté, je vais leur dire d'être sûr et certain que l'excision n'est pas un acte religieux. C'est pas l'islam qui a recommandé. Il n'y a pas de preuve. Il ne faut pas dire plus que ça. Vers mes pères, imams et chefs religieux, je leur demande d'avoir le courage de dénoncer, de dire dans leur mosquée, ils le savent, beaucoup d'entre eux savent, de dire dans leur mosquée que ce n'est pas un acte religieux. Ça va nous faciliter la chose. Je leur demande, à cause de Dieu, parce qu'ils croient en Dieu, s'ils voient la vérité, qu'ils n'ont qu'à suivre la vérité. D'accord. Osez dire la vérité. Osez dire la vérité. Vous, madame, vous avez un message moi, mon message, ça va non seulement d'abord à l'endroit des exciseuses. J'aimerais leur dire que votre moyen de survie, c'est-à-dire votre activité génératrice de revenus, ne doit pas impacter la vie entière d'une personne. Ça fait combien de francs? Ne faites pas parce que vous devez vivre. Il y a d'autres moyens de vivre. Vous pouvez faire du commerce. Il y a autre chose. Il y a plusieurs choses à faire. Et à la communauté elle-même, nous qui véhiculons le message, on n'a pas été payés pour. Il y a plusieurs parmi vous qui savent ce que ça cause aux femmes qui souffrent aujourd'hui des conséquences des MGF. Mais vu qu'elles l'ont subi à cause de la pression sociale, elles le font vivre à leurs enfants. Parce qu'on le dit souvent, la maman préfère souffrir à la place de son enfant. Si vous préférez souffrir à la place de votre enfant, pourquoi infliger quelque chose qui vous fait mal à votre enfant et qui va l'affecter durant toute sa vie? Donc je crois qu'à ce niveau, il faudrait qu'on réfléchisse plus souvent à cette question de MGF. D'accord. Exciseuse, ton couteau n'est pas une marchandise. Exciseuse, la mutilation des filles n'est pas une source de revenus. Le devoir des sages-femmes, c'est de soigner les filles,
pas de les mutiler. On a déjà arrêté beaucoup de mauvaises traditions. Donc, on peut aussi se débarrasser de l'excision. Voilà, donc ce sont quelques messages clés de Terre des Hommes. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, Monsieur Condé. Et il faut rappeler que Monsieur Condé, c'est notre papa. C'est le papa de la RTG. Je sais de quoi je parle, parce que c'est le papa de notre chef de la section culturelle, de Tate Safi. Voilà. Donc, si vous n'étiez pas au courant, moi, je vous mets au courant. Donc, merci, papa, d'être venu sur le plateau. Et j'ai eu aussi à participer à une formation avec BI, avec Terre des Hommes à l'hôtel Palm Kama une fois. Et vous étiez parmi les formateurs. Donc, merci à vous. En tout cas, continuez à censurer tous les religieux. Parce que... Non, en fait, ce qu'on va faire, on va couper cet extrait-là, on va divulguer le message. Ce n'est pas un acte religieux. Comme vous l'avez dit, merci encore une fois d'être venu sur le plateau de la télévision nationale, surtout dans cette émission Zénith sur Coloma. C'est pas tout, ne partez pas, on va le dire, le meilleur pour la fin, les années bonheur. Ben oui, les chansons qui ont marqué notre époque. C'est demain, si tout va bien, du côté du chapiteau Baïssa. Voilà, parce que maintenant il y a 2 chapitres, il faut préciser que ça, ce sera chapiteau de Tombeau. Voilà, donc on va recevoir les émissaires de cet événement. Dans quelques instants, on va marquer une courte pause. À tout de suite. Sur ce plateau, les chansons. Salut, ça dose direct. On dit les chansons nous manquent parce qu'on l'associe à un événement dans notre vie. Une histoire qu'on se raconte depuis toujours. Un visage tendre et familier qui aimait telle ou telle chanson. On a su convaincre ces artistes parce que on leur a raconté sincèrement des histoires personnelles liées à leurs chansons. Les années bonheur, ce n'est pas seulement le fait d'interpréter une chanson, c'est partager des émotions, vivre ou revivre nos émotions avec les artistes de toutes les générations. C'est l'introduction, c'est pas mon introduction, c'est l'introduction du projet. Voilà, faut pas dire c'est moi qui ai dit, c'est ce qui est écrit dans le projet. Donc on reçoit sur ce plateau Monsieur Eric et Madame Kébé sur le plateau de Zénith sur Coloma. Et ce sont les organisateurs, bien sûr, des années bonheur. Chers invités, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je vous ai dit non. Bonjour, Madame Kébé. Bonjour, je suis ravie d'être là. Et merci de nous recevoir. De toute façon, elle est skinny, là, c'est comme ça va. Ça va? Ça va. Ça se passe bien? Bien, merci. Eric, bonjour. Bonjour, madame. C'est un cœur, non? C'est mon cœur. Je veux pas, il ne faut pas que Salif me crée problème. C'est un cœur, c'est Salif mon cœur. On va couper sa tête à l'antenne. Eric, comment ça va? Pas réveiller les morts ici. Ou bien, ça va? Je suis à la ETG. Voilà, c'est bon comme ça. C'est juste un invité. Voilà. On prend ça comme ça. Voilà, on passe. D'accord. Voilà. Les années bonheur. C'est vrai, il y a quelque temps, vous commencez à nous tympaniser sur les réseaux sociaux. On voit par-ci, par-là, les années bonheur. On voit des têtes d'affiches qui sont franchement, qui nous ont bercés, mais aussi ceux qui continuent à nous bercer, il faut le rappeler, parce qu'il y a une brochette d'artistes qui est programmée, je pense qu'ils sont au nombre de 11 artistes. Les années bonheur, déjà, expliquez-nous le projet. C'est quoi les années bonheur? Alors, il y a une mise à jour maintenant, ils sont 13. Ah, on en a rajouté 2. Ça a évolué, d'accord. Et les années bonheur, comme vous l'avez si bien lu dans l'introduction, c'est l'association de toutes ces chansons qui marquent toutes les époques. Okay. Et ça peut être dans des contextes sociopolitiques, économiques, comme on le dit aujourd'hui avec l'expression ivoirienne, le petit goumin, qu'on associe parfois à des chansons, ou bien cette enfance qu'on a vécue et qui nous a toujours marqué, qui continue à nous influencer. Et donc, autant on est influencé par ces souvenirs d'enfants,
autant ces chansons continuent à nous influencer aujourd'hui. Et nous avons justement associé par exemple une personne comme Amaza pour moi qui représente vraiment le concept d'icône, c'est-à-dire oser changer de style musical. Et que les gens se retrouvent dedans, que les gens l'adaptent et qu'ils l'adaptent aussi à des souvenirs. Et ces souvenirs sont actuels. Il y a des souvenirs du coup d'hier et des personnes qui ne sont pas encore connues comme Kemps Kanté, mais qui est une promesse de la musique guinéenne. Évidemment. Et on a pris du coup le futur, le passé, qu'on réunit dans le présent. D'accord. Les années voleurs. Je peux continuer ou nous avons... Kankou, vas-y. Parce que moi j'ai vu l'affiche, il y a plusieurs têtes qui sont représentées. Alors comment vous avez fait le choix? Ça n'a pas été facile parce que le plus souvent, on pense à beaucoup de chansons en même temps et on pense même aux chansons de personnes qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, qu'ils soient à l'étranger ou que Dieu a repris. Mais il y a des personnes que je connais en amitié et automatiquement, comme je connais aussi leur attitude musicale, j'ai pensé directement à eux pour dire bon, est-ce que vous pouvez interpréter telle chanson qui n'est pas de vous, mais je sais que ça vous scie. Et la personne me dit, en fait, ça me parle parce que j'ai toujours aimé ces chansons et j'ai toujours voulu interpréter ces chansons. Donc, on est parti sur cela. Et après, par exemple, pour Monsieur Elhadj Sekouba Kanya, j'ai toujours pensé à son défunt père, le grand Sori Kanya, qui est un mythe aujourd'hui pour nous. Et je suis partie directement vers lui parce que toute sa famille représente déjà quelque chose pour la Guinée. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Toutes ces personnes-là ont une histoire musicale. D'accord. Oui, d'accord. D'où est venu l'idée de ce projet? Je suis une mélomane. J'aime beaucoup écouter de tout, mais j'aime beaucoup écouter du bon. Et je sais que toutes ces personnes qui sont là-bas ont représenté quelque chose, comme je l'ai dit tantôt, dans notre enfance. Et aujourd'hui, pour donner un exemple, si vous prenez la chanson Mon Sabbat de Kerfala Kanté, vers son âme, j'ai toujours eu peur de cette chanson quand j'étais petite. Mais aujourd'hui, je l'adore. Surtout la manière dont ça a été chanté. Et depuis toute petite, j'ai toujours voulu écouter cette chanson autrement. C'est là qu'est venue l'idée. En me disant, et si on réécoutait ces chansons, mais autrement. En marquant une autre époque. Moi, Eric, j'ai envie de savoir, c'est quoi les objectifs? L'objectif des années bonheur, c'est essayer de créer une émulation entre les anciens et la nouvelle génération, les mettre sur scène pour que les jeunes puissent apprendre des anciens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu suis la musique guinéenne d'avant, elle était au-dessus de toutes les musiques en Afrique. Mais on a fait le constat, on voit que les jeunes, c'est pas qu'ils font pas de la musique, mais ils laissent complètement ce qui est la richesse de la musique guinéenne, comme les instruments qu'on utilise dans nos musiques, comme tout ce qui englobe la musique guinéenne. Donc c'est une façon de ramener ces jeunes-là sur terre pour dire on va aller, mais il ne faut pas qu'on perde de vue d'où on est venu. Donc l'objectif, c'est que ces jeunes-là puissent se frotter à des anciens pour garder l'équilibre de la musique guinéenne en eux. D'accord. Voilà. Mais côté organisationnel, comment ça va se passer où on va des côtés spectacles? C'est leur première édition? C'est la première édition. C'est la première édition. Comment ça se passe? Est-ce que c'est tour à tour ou c'est le tout ensemble pour un spectacle? On a joué sur ça justement. Il y a certains qui vont faire des duos. Il y a d'autres personnes qui vont... Faut pas tout dire. Non, je ne dirai pas tout. Je te rassure. Il y a certains qui vont faire des duos entre le passé et le futur. Vous allez le voir tout de suite dès l'intro. D'accord. Il y a d'autres qui vont réinterpréter des chansons qui vous ont marqué, qui ne sont pas d'eux, mais qui vous ont marqué. Il y a d'autres qui vont chanter leurs chansons. Et ces chansons-là, chaque chanson a marqué une époque. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très... je ne sais pas si le terme est adéquat, mais hétéroclite. C'est tout mélangé, c'est pas un souk, mais
c'est bien mélangé, bien métissé. Oui, Kankou, vas-y. Alors, la répétition se tiendra où et comment? Est-ce qu'ils vont tous prester au même endroit pour les répétitions, je parle, ou bien chacun va répéter de son côté? Non, alors, la répétition est déjà faite. La répétition, elle a commencé depuis. Et voilà. c'est déjà, ils ont répété, chacun a répété, mais ils étaient ensemble au même endroit. D'accord. Voilà. Alors, il y a certains qui n'ont pas répété, par exemple, pour Elhaj Sekouba Kandia, lui n'a pas répété parce qu'il sera avec l'ensemble instrumental. Et il y a d'autres aussi qui n'ont pas répété, 2 qui n'ont pas répété parce que eux, ce sera du playback. Parce que je pense que je connais toutes les têtes, je pense. Je vais essayer. Je vois Kandia, Fodé Kouyaté, Fodé Baro, Hadjamina Takamisoko, Sekou Bimbea, Balthazar, le jeune Balthazar fraîchement qui vient d'arriver, qui franchement fait du bon. Il y a Kemo Kanté, il y a Kems Kanté. Il faut rappeler que Kems Kanté joue superbement bien à la guitare. Je suis désolée si vous ne le connaissez pas. Il y a Amanda, d'accord. Il y a Diamono Kondé, il y a Shiba Queen. C'est ça. D'accord. Mais là, il y a 11. Oui. Vous m'avez dit qu'il y a une mise à jour. Il y a Tati Tati. Il y a Tati Tati qui s'est ajouté. Et il y a Philippe Montero. Il y a Philippe Montero qui va venir, qui descend, qui arrive ce soir. Comment vous avez fait pour avoir Philippe? Il y a eu un tout petit changement pour ne pas qu'il y ait de déception. D'accord. C'est qu'il ne pourra pas être parmi nous, mais on le réservera probablement pour une autre édition. La deuxième. Et qui? Voilà. Qui ça? Philippe. Philippe ok, d'accord. Voilà. D'accord. Bon, heureusement, il n'est pas sûr. Moi j'ai cité en tout cas toutes les têtes que j'ai vues ici. Ouais. D'accord, parfait. Puisque vous êtes à votre première édition, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice? Il ne faut pas demander à Eric, pardon. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça, de toi à moi, pardon. Ok, Eric, c'est bon. Non, la difficulté, là, c'est bon. Il faut demander Sweetie, s'il te plaît. Hein? Eric, c'est bon, c'est bon. Les difficultés, parce que je n'ai pas fini de poser ma question. Je pense que ça l'a un peu traumatisé. Mais les difficultés, c'est partout et pour tout. C'est à toutes les occasions. Mais nous restons optimistes sur cet événement-là parce que nous y croyons. Et c'est pas parce qu'on y croit qu'on pense que ça va réussir ou ça ne va pas réussir. Non, loin de là. Il faut être pragmatique. C'est un début. Mais les obstacles, nous en rencontrons de temps en temps. Mais il n'y a pas de victoire en fait sans qu'il n'y ait cela. Et d'ailleurs, je pense que les gens, souvent, c'est quand il y a de ces obstacles qu'ils vous donnent leur confiance. Qu'ils vous se disent, ok, c'est pas grave, on voit comment ils se démènent là-dessus. On veut vraiment aller avec eux et on leur donne toute notre confiance. Et le simple fait que toutes ces personnes-là puissent vous faire confiance, et qu'eux aussi s'investissent dedans, mine de rien, ils ne se rendent pas compte, mais c'est ce qui fait que ça réussit. Bon, Eric, un peu seulement. Un peu seulement. Non, juste en une minute. Non. Comme elle a dit, les difficultés font partie de la vie. Quand tu entreprends n'importe quelle action dans la vie, il faut s'attendre à ce que ça soit dur. Et puis après, la persévérance, la croyance à ton projet peut faire que les gens vont t'accompagner. Donc moi, je suis déjà habitué à la difficulté de l'événementiel en Guinée. Donc je suis un fonceur. On y va, ça va aller. Qu'est-ce que vous nous promettez ce jour? Du chic. On l'avait calé en fait. Du chic, du glamour, du tapis rouge, de l'amusement, des comédiens. T'as pas encore ton ticket? Non. Va chercher. Parce que si tu rates... qui voulait me donner. Et puis elle a été rapide. Non. J'adonne-moi vite. Elle pensait que c'est cadeau. Vous avez un peu de tout en fait. Déjà, on avait préparé des box qu'on a donné à certains officiels et qui seront là ce jour-là. Et ces box-là, pour vous donner vraiment l'idée, c'est qu'on l'a appelé Sarama. C'est le prestige. Ça allait être ma prochaine question parce que les autres, c'est entrée, VIP, VIP. Mais vous avez apporté une autre touche. C'est fait exprès. D'accord. C'est fait exprès, vraiment. On a mis première place pour les personnes qui vraiment veulent venir à l'événement et assister au même titre que tout le monde, de 300 000. D'accord. Vous avez les Gold, or, de 500 avec la boisson et le buffet. Et ensuite, vous avez le Sarama qui est le prestigieux. C'est pour toutes ces personnes qui ont envie aussi de se frotter un peu au prestigieux, on va dire.
D'accord. Et donc, ils vont passer pour quelques secondes, prendre des photos sur le tapis rouge. Et puis, accéder aussi de façon, on va dire, privilégiée. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais plus privilégiés à la salle. Et là, c'est combien? Et là, c'est 1 million. Et c'est le ticket qui part plus vite. Évidemment. Voilà, parce que les gens, voilà, ils demandent à être privilégiés. Et donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, nous avons des box qu'on a appelées Sarama. Ça, c'est pour tous les VVIP, c'est-à-dire les officiels, ministres, grands acteurs de la musique guinéenne, comme Monsieur Justin Morel Jr., par exemple, qui a été anciennement ministre. Oui. Votre ministre, je pense. Non, c'est un ancien ministre. Voilà. Et donc, on a fait une box avec le Nimba dedans, qui est l'emblème aujourd'hui incontestable de la Guinée. Ensuite, il y a les colas, qui est le signe de respect et de demande de soutien à toutes ces personnes-là. Et nous avons après leur carte officielle pour les inviter officiellement dedans. Sweetie, quand tu dis tout, les gens vont nous copier. Non, mais ça, c'est important. On n'est pas venu avec la box. En plus, c'est une première. Il faut se dire la vérité. Donc, il faut le dire. C'est une innovation. On garde le contenu pour ceux qui l'ont reçu. Non, alors justement, c'est avec ça, on peut aller, c'est avec ça. Eric, il ne faut pas nous priver souvent. Voilà, et pour t'aider, pour soutenir ce que je dis, c'est que là, je peux comprendre que monsieur ait peur qu'il nous pique nos idées, mais justement, une idée, ça sera pas pareil la prochaine édition. Quand c'est publiquement dit par une personne, ça appartient automatiquement à cette personne. Elle est bien d'accord. Dans les conditions normales. Exactement. Si on est dans un contexte de respect. Oui, non. Alors, moi, j'en suis convaincue. C'est une première. C'est une première. Je ne l'ai pas pris à quelqu'un. Je vous assure qu'il n'y a pas quelqu'un qui sortira avec « Ah, mais j'avais cette box ». Non, ça c'est sûr. Et c'est dit maintenant, mais ça ne veut pas dire que cette box-là, elle ne va pas évoluer. C'est-à-dire il y aura toujours il y aura toujours, par exemple, on a pris des, vous savez, quand on taille le bois, et bien on a pris ça pour en faire le fond de la box, pour dire que ce sont des constructeurs de la musique, des constructeurs de la culture. C'est significatif en fait. Tout est significatif vraiment dans la box. D'accord. Et ces box-là, une fois que vous avez la carte, vous avez un accès officiel. C'est pour les ministres, c'est pour les... Voilà, c'est vraiment tout ça. Comme M. Antonio Soiré, qui a bien voulu nous accorder, pour recevoir le box. Voilà, donc il y a des personnalités qui ont reçu les box, qui ont vraiment avec le temps qui est très restreint, mais qui ont accepté qu'on vienne et qui reçoivent. Vraiment, je leur dis merci, parce que c'est une façon de dire, oui, vous êtes sur la bonne voie. Malgré nos occupations, on vous accorde un peu de temps. Donc, je ne voulais pas qu'on quitte sur ce plateau parce qu'on est à la télévision nationale. Monsieur Isto Kera, voilà, ça, c'est des personnes qui ont accepté de nous recevoir et de recevoir la box. Donc, voilà, de passage, je leur dis merci. Donc, on compte sur demain. Monsieur Antonio aussi, je lui fais payer le ticket. Je suis foutu. Il ne peut pas me donner une enveloppe. Voilà, donc c'est technique d'approche. On vous attend demain et puis voilà, c'est ça. En fait, c'est demain et c'est à partir de... Comme nous, on n'a pas reçu de box, donc on reste derrière nous. Vous allez recevoir les... Non, vous ne restez pas derrière vos écrans, mais on vous invite quand même à venir. Et puis sans carte. Et à nous supporter surtout. Kadi, Madame la directrice, j'ai votre carte d'invitation. C'est ça qui est ça. Alors, vous avez voulu rajouter une autre touche. C'est l'humour. Parce qu'on voit Micmac. Exactement. Oui, il n'y a pas que Micmac. C'est pourquoi il n'y a pas que Micmac. Il y a Mansour, les détails. Je l'aime parce qu'elle fait remarque les détails. Ça, vraiment. Micmac finit mes internets. Il y a Danger, il y a Micmac, il y a Mansour. Et il y a Bapa Omar. Ok. Voilà. Bapa Omar, pour la petite histoire, le baptême c'est bientôt, la rentrée c'est 300 000. Il y a les tickets, 300 000 et 500 000, c'est avec emporter. Si tu veux mettre nourriture pour emporter, la rentrée c'est 500 000. Parce que Guinée aime emporter. C'est ça. Bapa Omar sera le maître de cérémonie. D'accord. Il va scénariser aussi tout l'événement. Parce qu'on ne veut pas que les gens s'ennuient. Et il y a Mansour qui va co-animer, co-présenter, on va dire. Ensuite, vous avez des temps de pause où il y aura les American Boys, Micmac, Danger et Mansour qui vont venir pour présenter de façon humoristique, ambiancer et faire un sketch par-ci, par-là. Parfait. Mais pardon, laissez Micmac parce que
Le gars là. Alors, il me doit beaucoup. Venez à l'événement et vous lui direz en direct là-bas, je pense. Mais franchement, ça fait plaisir. Les tickets sont disponibles ou oui. Je voulais dire à M. KPC qu'on a sa boxe, mais c'est difficile de le voir. Peut-être que ce sera une occasion, on sait jamais. Voilà, je vais laisser mon numéro. Allez-y, passez la journée. On va faire ça. Et d'ici, il y a possibilité, j'ai laissé mon numéro au cas où s'il suit l'émission. Si quelqu'un lui dit, comme ça, il n'a qu'à m'appeler pour que je coupe. Vous arrêtez là-bas pendant 24 heures. J'ai fait 3 jours. Alors, comment on fait déjà pour avoir accès aux cartes? Les cartes sont disponibles en ligne sur Bembea Billetterie. C'est notre partenaire officiel. Vraiment des gens très, très professionnels, très carrés et très à l'écoute aussi, que je remercie beaucoup. Sinon, ils ont des différents points de vente dans pratiquement toutes les communes de Conakry. Donc, si vous les voulez, vous pouvez aller sur les gens peuvent aller sur notre page Facebook et ils auront tout, ou aller sur la page Facebook du partenaire Bembea Billetterie pour avoir toutes les informations dont ils ont besoin s'ils souhaitent payer un point de vente ou s'ils souhaitent se faire même livrer. Parce que les tickets Sarama, justement, ça vous permet d'être livré gratuitement. Après, les autres... D'accord. Et tous les autres sont disponibles, c'est 300, 500 et 1 million. Je pense que ça vaut le coup, franchement, pour aller voir toute cette brochette d'artistes. Moi, ce qui est bien dans l'histoire, c'est le mélange que vous allez faire entre le pont que vous allez créer entre la belle époque, moi j'appelle comme ça. Moi, j'aime pas dire les anciennes musiques. Moi, j'adore dire la belle époque. Pour la petite anecdote, tu m'enlèves, je peux tutoyer. Bien sûr, évidemment. L'événement a failli s'appeler La Belle Époque. Ah, d'accord. Sérieusement, ça a failli s'appeler La Belle Époque, mais je me suis dit, tiens, attends, si je dis La Belle Époque, je vais un peu le mettre dans le passé. On dit les années bonheur, comme ça réunit tout le monde. Je suis d'accord. En tout cas, franchement, c'est une belle initiative, c'est salutaire, on vous dit merci. Moi, dès que j'ai vu année bonheur, ça parle. Ça parle. Quelle année bonheur? Ça dépend. C'est ça. Quelle année bonheur? Ça peut être l'année de Amaza, ça peut être l'époque de Sorikandia et tout. Mais si vous essayez d'approcher ou d'associer cela, ça fait plaisir. Merci Safoura. Safoura, ça fait plaisir de lire ton message. J'ai compris. Je connais. C'est le 6 février. Je connais la date. Oh, Safoura, même bon, Safoura, c'est une cause. Elle t'aime pour son intérêt. C'est ça, tu as tout compris. Voilà. Saoudi Akabata aussi, j'ai compris. Merci beaucoup pour le message. Ça fait plaisir de vous lire à chaque fois sur ce plateau. Alors, merci à vous d'être passé. Vous voulez rajouter autre chose avant, c'est juste laisser mon numéro, pour tous ceux qui veulent plus de renseignements, d'informations. Si KPC sur l'émission. Voilà. S'il y a quelqu'un qui connaît KPC, il lui dit maintenant, il lui donne mon numéro. C'est le 622 95 59 63 622 95 59 63. On n'appelle pas dessus pour me draguer, non. C'est clair. Oui, Suiti, un autre message. Merci déjà de nous avoir reçus aujourd'hui. Et on vous attend tous et toutes le 7 février au chapiteau Baïssa. On va dire demain directement. À 17h, pas à partir de... À 17h, s'il vous plaît. Parce qu'on a des grandes personnes là-bas qui m'ont déjà menacé au téléphone pour me dire, si c'est pas à l'heure... Le respect de l'heure, je pars. Et vraiment, soyez à l'heure, s'il vous plaît. Parfait. Les filles, merci d'être venues. On a demain, Inch'Allah. À demain, voilà. Donc demain, ce sera encore nous sur ce plateau à partir de 11h30. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Adama, pour ton message. Merci à toute l'équipe technique. Il faut rappeler que la réalisation est assurée aujourd'hui par Fatou Bari. Et merci à toute l'équipe, les cadreurs, Nodal, le son. Merci en tout cas à vous, chers techniciens. Merci pour tout ce que vous faites dans l'ombre. La prochaine étape, ce sera demain à partir, bien sûr, de 11h30 sur ce même plateau de Zénith sur Coloma. Et après nous, vous aurez la première édition d'information de la journée, avec bien sûr la rédaction à partir de 13h. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir. Et Fadiga, demain. Et demain, on sera avec l'analyste, il faut le dire. On sera avec Bangali Kone sur ce plateau. Kankou, à demain.